À Sochi, dans le cadre justement en marge de ce sommet, ce premier sommet Afrique-Russie. D'ailleurs, quel bilan vous en faites? Très satisfaisant. D'abord parce que par la participation, beaucoup de chefs d'État africains ont été présents et ceux qui étaient absents ont envoyé des représentants de haut niveau. Donc c'est dire l'importance que les Africains ont attaché à cela. Et puis, au sortir de cette conférence, on a pris beaucoup de résolutions. Donc je trouve que c'était très intéressant. La Russie est maintenant plus que jamais décidée à venir aussi en Afrique. Et tant mieux, c'est bien. Alors, le président russe a annoncé que la Russie avait l'intention de doubler ses échanges commerciaux avec le continent dans 5 ans. Ça vous paraît réalisable? Oui, écoutez, moi, c'est pas à moi de savoir les capacités de la Russie. Ce sont les Russes qui décident de ce qu'ils veulent faire, mais je crois qu'il y a de l'ambition de leur côté, de l'intérêt surtout. Et c'est tout bénéfice pour nous. Il y avait beaucoup d'attentes en matière de coopération, plusieurs volets économiques, humanitaires, sécuritaires également. D'abord sur le plan économique, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, dans le sens où, vous savez, en Afrique, nous sommes en train de devenir un marché commun. Il y a encore beaucoup d'étapes, certes, mais là, nous avons déjà ratifié cet accord sur la ZLEDCA, la zone de libre-échange. Ensuite, nous devons réussir le pari de l'intégration. Et là, ce sont les infrastructures, mais également les barrières douanières qu'il faut faire tomber, harmoniser les échanges commerciaux. C'est tous des défis qui nécessitent l'apport d'amis, de partenaires, et la Russie s'est manifestée, mais elle est la bienvenue, bien entendu. Alors justement, quelles sont les opportunités offertes à la Russie? En République démocratique du Congo, vous voulez dire? Oui, nous avons d'abord l'énergie. Pour développer un pays, sans énergie, on n'y arriverait pas. Donc il y a le défi énergétique, les infrastructures, mais également la sécurité. Pourquoi la sécurité? Parce que aujourd'hui l'Afrique fait face à une vague de terrorisme et nous savons que nos amis russes sont très outillés dans le domaine, tant de l'information que de la lutte contre le terrorisme. Et donc nous pensons que ce serait intéressant. À part ça, il y a l'éducation et la santé. La Russie a promis d'augmenter le nombre de bourses à accorder aux étudiants africains et également de nous soutenir dans la mise sur pied de centres de recherche contre les maladies infectieuses. Donc vous voyez que c'est très intéressant. Donc le volet sécuritaire et humanitaire également. Justement, Vladimir Poutine, votre homologue russe, a d'ailleurs évoqué la question sécuritaire. Il a vraiment conscience que ça constitue en fait un frein au développement. Et est-ce que vous avez, vous, senti en conséquence que la Russie va véritablement s'engager dans le cadre d'une véritable coopération sécuritaire pour justement booster le développement de votre pays, mais du continent africain? Oui, je l'ai senti, surtout lorsqu'on a abordé cette question sécuritaire, principalement du terrorisme, etc. Il a vraiment montré une envie de venir nous aider parce que, disait-il, ils sont outillés pour ça. Quel regard vous portez justement sur cette problématique sécuritaire? Vous y êtes confronté en République démocratique du Congo, dans le nord au Kivu. Les pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés également à cette problématique au Sahel, on le sait. Et d'ailleurs, le président russe, vous en avez certainement discuté avec lui, a évoqué évidemment le chaos peut-être libyen aussi, mais aussi le printemps arabe qui aurait eu des conséquences justement sur le développement du continent africain. Vous partagez cette analyse?
Ben oui, pour répondre à votre question, je dirais il y a plusieurs paramètres là-dedans. Il y a d'abord la pauvreté. C'est sur ça que surfent justement les instigateurs de ces mouvements. Ils jouent sur ce genre de choses. Donc nous avons un devoir de lutter contre la pauvreté. Il y a ensuite la manipulation, l'endoctrinement religieux, mais ça évidemment il faudrait aussi initier des campagnes de sensibilisation, de prévention, pour mettre à l'abri les jeunes, parce que c'est surtout vers ces milieux que les instigateurs du terrorisme se dirigent. Je crois que c'est un effort à fournir à la fois au niveau local, mais également au niveau régional. Et la Russie s'est montrée très à même, très en train de vouloir venir nous aider là-dessus, nous soutenir là-dedans. Alors comment? Ben, par une collaboration de nos services, échange d'informations, peut-être même apport de technologie, parce qu'il faut retracer les appels, il faut infiltrer ces milieux. Donc tout cela, on en a besoin. Sur le plan de la coopération économique, votre pays évidemment est riche, son sol en tout cas est potentiellement. Riche. Voilà, potentiellement. Comment la Russie peut aider justement la République démocratique du Congo à transformer sur son sol toutes ces matières premières? Ben déjà par des investissements dans ces mines, mais aussi, comme je l'ai dit, dans le domaine énergétique, parce que c'est avec ça que nous allons réussir à construire des usines qui vont transformer la richesse sur place et donc nous permettre de rajouter de la valeur et donc d'accroître notre économie. Et sur ce volet-là... De la diversifier aussi. Sur ce volet-là, il y a une collaboration qui va se mettre en place avec des engagements concrets? Oui, parce qu'on en a parlé, je ne vais pas citer, ce n'est pas ici le lieu de commencer à citer des noms de firmes et tout ça, mais nous sommes en train d'essayer de mettre de l'ordre dans ce secteur des mines, principalement le secteur du cobalt, le cobalt qui est un de nos minerais stratégiques. Et donc, leur apport peut nous être nécessaire dans l'encadrement, surtout des travailleurs artisanaux, et dans l'exploitation de ce qui se fera, ce qui sortira dans la production, quoi, j'allais dire. Et comme je l'ai dit, maintenant, nous ne voulons pas simplement être une terre d'extraction, nous voulons aussi être une terre de transformation. Donc, dans la construction de nos usines, je crois qu'ils seront également là et dans cet accompagnement-là. Alors justement, à propos du cobalt, il faut quand même préciser que la République démocratique du Congo détient la moitié des réserves mondiales de cobalt. Plus. C'est une production qui augmente. Pourtant, et vous avez fait vous-même le constat, les producteurs sont confrontés à de vraies problématiques. Ils subissent des pertes. Qu'est-ce que vous faites justement pour changer la donne et puisque vous évoquez cette collaboration avec la Russie dans le cadre de ce sommet qui s'est déroulé ici le 23 et le 24 octobre, comment la Russie peut vous aider? Mais c'est ça, dans ce secteur précisément. Je vous ai dit que nous allons remettre de l'ordre dans le secteur. Justement, c'est parce que il y a une sorte de saignée dans ce domaine qui fait que ça baisse le coût parce qu'il y a excès de matière sur le marché. Et tout ça, c'est à cause de la présence de tous ces comptoirs que nous ne contrôlons pas, tous ces traders qui vont et viennent sans que nous n'arrivions à les contrôler, les travailleurs artisanaux aussi qui vont dans tous les sens, qui vont même sur des sites qui appartiennent à des multinationales. Tout ça fait que nous avons besoin d'encadrer cela et de créer une société nationale qui va gérer à la fois ces artisanaux, mais également les cours
du cobalt donc, et d'autres matières. Donc on se dirige vers la création d'une société nationale pour gérer justement ce secteur et structurer. Donc, absolument. Alors, c'est en cours. Alors, votre pays aussi, il est confronté à une crise sanitaire, l'épidémie Ebola. Est-ce que vous êtes optimiste? Le virus, il sera bientôt éradiqué? Ah oui, absolument. Je suis plus qu'optimiste parce que aujourd'hui, nous avons réussi à ne plus enregistrer de cas dans les nord et sud Kivu. Maintenant, nous nous attaquons à l'Ituri. Et lorsque nous aurons éradiqué cela, on va maintenant se préparer à complètement faire disparaître cette maladie afin qu'elle ne revienne plus. Parce que, vous savez, c'est, je crois que la 10e fois qu'on fait face à cette épidémie. Et c'est pour ça que nous avons besoin de centres de recherche pour déterminer l'origine d'Ebola et d'attaquer Ebola dès ses origines. Alors c'est une urgence internationale, cette crise. Ah oui, absolument. Et là aussi, nous avons la disponibilité de nos amis russes. Il y a 2 vaccins pour l'instant hein, qui sont commercialisés pour lutter contre l'épidémie. C'est quand même arrivé tardivement. Comment vous l'expliquez hein? Bon, je ne sais pas. C'est pas la première épidémie. Je ne suis pas scientifique moi-même, j'y ai pas travaillé, mais je loue en tout cas les efforts de nos scientifiques, principalement ceux de notre compatriote, le professeur Muyembe, qui, depuis que je l'ai placé à la tête de cette cellule qui devait faire... ce n'est que depuis le mois de juillet qu'il a commencé à travailler, et les résultats, vous les voyez. Donc c'est pour ça que je reste optimiste quant à l'éradication complète. Mais évidemment, comme il y a toujours une résurgence de cette maladie, il faut maintenant qu'on aille jusqu'à ses origines pour savoir. Et elle est apparue pour la première fois à Yamboukou en 1976. Ben, pourquoi pas ne pas mettre ce laboratoire ou ce centre de recherche là et essayer de... Alors justement, est-ce que depuis les efforts internationaux ont été suffisants pour lutter contre cette épidémie? Oui, je crois quand même. Oui, moi je n'ai pas... Oui. Je n'ai aucune plainte. Je crois que s'il y a eu des erreurs, c'est plutôt chez nous que ça s'est fait parce que bon, on n'a pas suffisamment pris au sérieux le comportement négatif de la population dans un premier temps parce que elle ne comprenait pas que ce qui se passait. On voyait des humanitaires arriver, rouler dans de gros véhicules sans dire à la population ce qu'il y avait. Et la manipulation politicienne a fait son chemin. On a fait croire à la population qu'on leur a envoyé une maladie pour les exterminer. Enfin, vous voyez, les croyances dans ces milieux ruraux vont vite. Et voilà, l'un dans l'autre, on en est arrivé là. Donc, c'est plutôt de notre responsabilité. C'était à nous de pouvoir parer à cela le plus rapidement possible. Ça n'a pas été fait, mais... Depuis lors, on a fait beaucoup de chemin avec le professeur Muyembe dans tous ces domaines, y compris dans le domaine du vaccin lui-même. Donc voilà. Alors justement, il y a 2 vaccins. Il y en a un qui va être mis en circulation au mois de novembre. Est-ce que vous avez des informations? Non, je n'en ai pas plus que ça. Je sais qu'il y a une molécule qui est là, qui marche très très bien, qui selon... les experts a su guérir au moins 9 personnes sur 10. Donc, il y a eu une polémique qui concerne justement l'OMS et l'ONG Médecins sans frontières qui a accusé l'OMS de rationner les vaccins. Non, je ne suis pas au courant de cette polémique. Je suis désolé. Alors, peut-être un mot sur la situation politique dans votre pays. Comment vous jugez aujourd'hui l'atmosphère politique? Bon, je dirais, elle est calme. Nous sommes concentrés sur nos objectifs qui sont de mettre le Congolais, l'homme congolais au centre de nos préoccupations, sa promotion, son épanouissement, et c'est ça qui nous intéresse le plus. Évidemment, ça passe par la paix totale sur l'ensemble du territoire, parce que de cette paix viendra la stabilité qui nous permettra de relancer l'économie. Et économiquement, nous avons beaucoup d'atouts, et ce sont ces atouts que j'aimerais mettre en exergue pour pouvoir
accroître notre économie et la rendre digne d'un pays comme le Congo. Et ça passe par la lutte contre la corruption. Oui. C'est une promesse de campagne. Ah oui, mais nous sommes en train de nous préparer. Mais je n'ai pas envie de faire, de donner un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Je veux qu'au moment où nous allons mettre ces mesures et ces réformes en marche, qu'elles soient vraiment efficaces et qu'elles rapportent de gros résultats. Ça signifie quoi de mettre des mesures anticorruption C'est-à-dire de mettre une stratégie. Donc, mon prédécesseur, par exemple, lui, avait procédé par la nomination d'un conseiller spécial chargé de cela. Je me suis rendu compte que ça n'a pas vraiment donné les résultats escomptés. Donc, on est en train de réfléchir sur une autre formule. On y est presque, et celle-là, nous espérons qu'elle sera beaucoup plus efficace. Il y a aussi des efforts au niveau des mentalités. Il faut aussi changer les mentalités. Ça a commencé. J'ai déjà mis sur pied une agence qui s'occupe de cela, parce qu'il faut effectivement changer les mentalités. Mais je ne pense pas que l'un aille sans l'autre. C'est-à-dire, pour changer les mentalités, il faut quand même aussi améliorer les conditions de vie. Ventre affamé n'a point d'oreille. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a faim de ne pas prendre dans la caisse de l'État. Celui qui ne sait pas nouer les deux bouts du mois, pas payer l'école, la santé pour ses enfants, il ne va pas comprendre qu'il ne peut pas prendre dans la caisse. Donc je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut accompagner les deux. C'est pour ça que j'ai commencé avec des mesures comme la gratuité. C'est très difficile, la gratuité de l'enseignement fondamental, mais au moins ça soulage les parents et ça permet à tout le monde de faire des efforts. Donc voilà, c'est un peu de tout ça qu'on est en train de mettre en marche, et ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins ça permettra le pays d'être sur de bons rails. Et qu'est-ce que vous répondez, vous, à vos détracteurs, puisqu'on parlait de l'atmosphère politique, à ceux qui disent en fait que vous n'incarnez pas la rupture avec votre prédécesseur Joseph Kabila? Écoutez, moi je pense que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, parce que tout simplement, je crois que je m'inscris, comme je l'ai dit, dans la logique de l'épanouissement du Congolais. J'ai libéralisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le respect des droits de l'homme est une réalité. Les opposants sont libres d'agir comme ils veulent et d'aller où ils veulent. Il n'y a plus de cachot, il n'y a plus d'arrestations arbitraires. Voilà, moi je crois je suis en train d'avancer. Le reste, c'est de la distraction. Moi, je ne rentre pas dans ces polémiques. Et mon baromètre, c'est Martin Fayulu qui continue de revendiquer la victoire à la présidentielle. Qu'il continue, c'est son droit. Mon baromètre, c'est la population congolaise. Tant que celle-ci est satisfaite, moi je continue dans le sens qu'elle souhaite. Donc le reste, pour moi, c'est de la polémique. Donc votre priorité, ça reste le développement, la croissance de la République démocratique du Congo? Notre devise, c'est le peuple d'abord. Donc vous comprenez que cap sur le bien-être du peuple. Merci beaucoup, Monsieur Félix Tshisekedi. Je rappelle que vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Merci pour cette grande interview que vous nous avez accordée. Merci, madame. Et merci à vous.